Un mot au nom du temple, c'est un livre, mais c'est aussi un documentaire télévisé que j'ai réalisé grâce à mon producteur Paul Rosenberg qui est là. Et qui est disponible sur Internet. Qui a été piraté par quelqu'un et on n'arrive pas à... Enfin voilà. En octobre 91, George Bush, président des États-Unis, et son secrétaire d'État, James Baker, a réussi à obliger le gouvernement israélien et Yitzhak Shamir, le Premier ministre, d'aller à Madrid pour une grande conférence sur la paix au Proche-Orient. Ça ne s'appelait pas exactement comme ça. Il y avait aussi non seulement la délégation jordano-palestinienne, c'était la première fois que les Palestiniens étaient représentés officiellement dans une conférence de ce genre. Il y avait aussi les Syriens. Et puis donc, je suis à Madrid, journaliste, France 2, et puis on assiste au débat, et puis le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk Achara, se tourne vers la délégation israélienne et il dit « Votre Premier ministre a été terroriste » et il montre un article de journal où on voyait effectivement Shamir, de son nom en 1946, Izernitsky, wanted. Et puis je vois ça et puis je dis « C'est formidable ». L'article, c'était sur ma biographie de Shamir qui venait de paraître. Et Farouk Achara va dire, c'est un livre de Charles Anderlin qui est très bien, achetez-le. Ben, écoutez, d'abord, c'est pas bien, il l'a pas dit. Ça aurait boosté les ventes. Et puis surtout, il a traité Shamir de terroriste. Et là, il se trompait. Jamais les Britanniques n'ont qualifié le groupe Stern de terroriste. C'était pour les Américains des gangsters. Ceux qui avaient droit à l'honneur d'être considérés comme des terroristes par l'armée et la police britannique, c'était l'Irgun de Begin. Mais Shamir, c'était vraiment pour les Britanniques les pires gangsters. Pourtant, on trouve dans les archives du groupe Stern, et pour ma biographie, c'est de Shamir de l'époque, c'est ce que j'ai trouvé en 1943. Dans la clandestinité, Shamir était en train de recruter un jeune juif palestinien qui s'appelait Eliaou Betsouri, à qui il explique quel est le combat qu'il faut mener contre les Britanniques. Je cite, « Nous serons isolés dans notre guerre, la population nous pourchassera jusqu'à ce que nous parvenions à l'éduquer. Nous mènerons une guerre de guérilla. C'est la seule arme des faibles contre les forts. La seule manière d'aboutir à un équilibre des forces. Frappe et disparaît, choisis le bon moment, l'endroit, l'objectif. » Betsouri demande à Shamir, il n'avait pas encore le nom de Shamir, « Quel type d'opération pouvez-nous mener ?» Et Shamir lui répond, « Le terrorisme individuel, des actions terroristes dirigées individuellement contre des personnalités qui se trouvent à la tête de l'administration occupante. » Effectivement, le 6 novembre 1944 au Caire, en compagnie d'un autre juif palestinien qui s'appelait Eliaou Hakim, Betsouri a assassiné Lord Moyne, le ministre britannique des colonies. Dans la masse de publications du groupe Stern, qui a changé de nom, j'ai trouvé des analyses idéologiques où on pouvait lire. C'était dans les tracts, dans les revues qui distribuaient clandestinement. Il est généralement admis que le terrorisme est illégal. Mais en fin de compte, qu'est-ce que la légalité? Pouvons-nous douter qu'un grand nombre de lois, surtout les lois politiques, ne sont qu'une forme déguisée de terrorisme? Du point de vue tactique, le terrorisme a des aspects négatifs. L'ennemi n'est que partiellement atteint et le mouvement subit des pertes élevées. Chaque opération terroriste paraît être un échec. Notre action n'est pas dirigée contre des individus, mais contre des représentants. Si cela sort, le Yeshuv, c'est-à-dire la communauté juive de Palestine, si cela sort les juifs de Palestine de leur indifférence, tant mieux. Il n'y aura pas autrement que débutera la bataille pour la libération. Donc, dans tous les écrits des années 40 jusqu'à une partie des années 50, on trouve ce genre de discussion, d'explication. Nous sommes des terroristes fiers de l'être. Ça change au moment des années 60. En faisant mes recherches justement sur la biographie de Shamir, j'étais aux archives du groupe Stern à Tel Aviv. On m'aidait, puis je vois c'était fin des années 80, je vois des personnes d'un certain âge qui viennent, restent un certain temps, repartent. Puis je demande qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ils viennent réécrire leurs témoignages.
Pourquoi? Tu comprends, aujourd'hui, on ne peut pas parler de terrorisme comme on le faisait à l'époque. Donc, on refait les archives. Donc, pour retrouver tout ça, il m'a fallu aller chercher dans les vieux papiers, puis surtout les autobiographies qui étaient publiées fin des années 40, début des années 50. Après, tout cela est écrit un peu différemment. Sur le problème du grand terrorisme, on en parlera après si vous voulez. Aujourd'hui, l'armée israélienne, les autorités israéliennes qualifient toute attaque palestinienne de terroriste. Donc c'est devenu une espèce de mots que l'on rejette systématiquement sur l'adversaire, sur l'ennemi. Il y a quelques années, j'ai été invité par l'Union européenne à une grande discussion de journalistes en Espagne sur comment faut-il parler du terrorisme. Alors ça s'est terminé bien entendu entre grandes engueulades. Les Turcs voulaient que les Kurdes soient automatiquement des terroristes. Les Espagnols voulaient que les Basques soient des terroristes. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Sur le principe, il est évident que le terrorisme tel que je le conçois, que je l'ai utilisé dans mon travail de journaliste, est un mode de combat absolument ignoble à partir du moment où cela touche des civils innocents. C'est d'ailleurs ce que disait Camus. Le terroriste sera toujours déshonoré par le massacre aveugle d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant. Maintenant, l'histoire des organisations, des milices juives en Palestine. Fin des années 20, d'abord on a eu en 1929 un soulèvement palestinien qui s'est terminé par des pogroms. À Hébron, la communauté juive, la très vieille communauté juive a été pratiquement éliminée. Il y a eu un massacre à Hébron. Les Britanniques ont eu du mal, l'occupant britannique a eu du mal à rétablir le calme. 1929, on a 133 juifs tués et côté arabe avec la répression britannique, 116. Et là, les responsables de l'agence juive décident de renforcer la défense et la sécurité des populations, des villages, des localités juives de Palestine et créent une milice dépendant de l'agence juive s'appelant la Haganah, qui veut dire défense. Une partie des militants, des combattants de cette milice sont assez peu satisfaits de la manière dont les choses sont gérées. La Haganah décide en général de rester uniquement sur la défensive et ne pas passer à l'attaque. Début 1936, on a le début de soulèvement palestinien. Le premier, ça s'appellera la Grande Révolte arabe. Ça commence un peu avant, avec plutôt sous un aspect religieux, un cheikh qui s'appelait Izzeddine el-Qassam. Aujourd'hui, on le qualifierait d'islamiste radical. Qui a attaqué des positions britanniques et des positions juives en Palestine. Il a fini par être liquidé par l'armée britannique et le Hamas a repris d'ailleurs le nom de Izzeddine el-Qassam pour qualifier sa branche armée. À Gaza, Izzeddine el-Qassam, c'est la branche armée du Hamas. Le 15 avril 1936 commence un nouveau chapitre de l'histoire de la région. Des hommes armés d'une organisation djihadiste proche d'Izzeddine el-Qassam tuent deux juifs près d'un kibboutz, près en Galilée. La répression se fait assez rapidement. Le lendemain, 2 Arabes sont tués. Il y a un soulèvement. Les Britanniques ont beaucoup de mal à calmer les manifestants des deux côtés. C'est le début aussi d'un appel des dirigeants nationalistes arabes palestiniens à effectivement lutter contre l'occupation britannique et contre l'implantation juive, les ventes de terre et l'immigration. La Haganah poursuit sa politique de modération et ne riposte pas, se contente d'assurer la défense sans plus. Mais un petit groupe au sein de la Haganah considère que c'est insupportable et ils rejoignent un mouvement politique créé par Zev Jabotinsky, le dirigeant
ce qu'on appelle le sionisme révisionniste, c'est-à-dire il a fait sécession de l'organisation sioniste mondiale. Il considère d'abord qu'il ne faut pas que le mouvement sioniste ne doit pas céder sur le principe d'un État juif sur les deux rives du Jourdain. Et surtout, il est pour une politique extrêmement active et également militaire envers le soulèvement arabe. Il y a de plus en plus d'attaques arabes contre des positions israéliennes. Et Zev Jabotinsky autorise ce groupe armé qui a fini par prendre le nom de Irgun Tzvaï Leumi, c'est-à-dire Organisation militaire nationale, de passer eux aussi à l'attaque. Et c'est le début de riposte terroriste juive envers les Arabes en Palestine. Devient une... On est œil pour œil, dent pour dent. Les attentats sont de plus en plus sanglants des deux côtés. Bon, je vais en citer quelques-uns. Jérusalem, dans le souk de la vieille ville, une bombe, 3 morts arabes. Après la prière du vendredi, même chose, 10 morts, 30 blessés. Dans le souk de la ville arabe de Haïfa, 35 morts, 70 blessés. La police britannique finit par lancer des vagues d'arrestations de militants sionistes révisionnistes. Ça ne calme pas les choses. En 1939, pour tenter de calmer la population arabe palestinienne, le gouvernement britannique publie le livre blanc qui réduit à 10 000 le nombre de juifs autorisés à immigrer chaque année pendant 5 ans. Un contingent exceptionnel, on est quand même dans un moment extrêmement difficile de tension, le nazisme en Allemagne. Un contingent exceptionnel de 25 000 réfugiés juifs est autorisé à venir, mais les ventes de terres arabes aux sionistes sont désormais interdites. L'Irgun se tourne vers les Britanniques et commence à lancer des attaques anti-britanniques. Le chef de l'Irgun, qui s'appelle Raziel, finit par être arrêté. Des militants de l'Irgun commettent des attentats individuels. Il y a des journées entières consacrées aux attaques anti-arabes. Tel Aviv tire sur des facteurs arabes palestiniens. Un petit groupe du secteur de la région de Tel Aviv avec un certain Izernitsky qui prendra le nom d'Yitzhak Shamir va aussi tirer sur des autobus arabes. La tension monte. Un des grands inventeurs dans le domaine des explosifs, c'est un certain Yakov Levstein, d'origine polonaise. Il a été formé au sabotage par l'armée polonaise. C'est l'époque aussi où, dans le cadre d'un accord entre Jabotinsky et les colonels polonais, des centaines de jeunes militants du mouvement révisionniste sioniste, le Bétar, reçoivent un entraînement aux armes et à l'explosif en Pologne. Donc ils viennent. Et Levstein sera très vite considéré comme de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui l'équivalent de Ben Laden. Il est considéré par les Britanniques comme le meilleur artificier et le terroriste le plus dangereux au Proche-Orient. C'est lui qui a inventé la lettre piégée qui servira à beaucoup d'autres plus tard. D'ailleurs, si cela intéresse quelqu'un, dans son autobiographie publiée dans les années 50, il publie avec des photos à la pluie la recette comment fabriquer la lettre piégée. Ça n'a pas été, le livre n'a pas été réimprimé. 40, la Pologne est occupée, la guerre en Europe est là. Raziel Jabotinsky meurt d'une crise cardiaque, il était à New York. Raziel négocie avec ces geôliers britanniques et il décide, nous faisons un cessez-le-feu entre nous, l'Irgun, et
les autorités britanniques. L'ennemi, pour nous, c'est l'Allemagne, c'est les nazis. Il sort de prison. La plupart des militants de l'Irgun sont relâchés. Et dans le cadre d'accords avec les Britanniques, les militants de l'Irgun commencent à espionner les organisations de gauche en Palestine. Vont cambrioler le Parti communiste à Tel Aviv et ailleurs, et puis vont récupérer des papiers. Les Britanniques en profitent pour faire des descentes chez les combattants de la Haganah. Une cinquantaine sont coffrés et mis en prison, parmi eux un certain Moshe Dayan. C'est-à-dire, on est dans une situation assez bizarre. 40, 41, l'Irgun, à droite, nationaliste, révisionniste, collabore avec les Britanniques. La Haganah, elle, est travailliste, de gauche, et totalement sous le contrôle de Sa Majesté. Shamir trouve pas du tout bien qu'on l'envoie sortir des papiers de tel ou tel bureau d'organisation sioniste de gauche pour les refiler ensuite à l'intelligence service. Il y a pas mal d'agitation au sein de l'Irgun, c'est pas bien ce qu'on fait. Et il y a une scission. Le numéro 2 de l'Irgun, un certain Avram Stern, décide ça peut pas durer. Alors c'est intéressant, lui a fait pas mal de prison aussi. Il annonce la sécession, il appelle son mouvement l'Irgun en Israël. Vous avez l'Irgun et l'Irgun en Israël. Et lui, il veut continuer le combat contre les Britanniques. Même si à ce moment-là, les Britanniques combattent l'Allemagne nazie. Lui veut continuer. En prison, il a eu des contacts avec le représentant des Allemands de Palestine. Il y avait une petite colonie allemande en Palestine, plutôt religieuse. Ils s'appelaient les Templiers, d'ailleurs, les Templars. Les Britanniques les ont mis dans un camp de détention où il y avait également des Juifs de Palestine, dont Avram Stern, le numéro 2 de l'Irgun. Et Avram Stern est persuadé que le Reich va gagner la guerre. Donc si le Reich va gagner la guerre, autant c'est l'ennemi de notre ennemi. Notre ennemi, c'est les Britanniques. L'ennemi des Britanniques, c'est le Reich. Donc on va se tourner vers le Reich. Avram Stern envoie un émissaire à Beyrouth rencontrer un diplomate allemand qui s'appelait von Hentig pour lui remettre un message. Voilà, nous sommes tout à fait prêts à coopérer avec vous. Il le rencontre. Celui qui arrive à Beyrouth est un certain Lubenchik. On a le rapport de von Hentig qui a envoyé cela à la chancellerie à Berlin, avec tous les détails. Enfin, je l'ai publié dans mon bouquin, tout ça c'est tout à fait connu. Il propose de collaborer pour créer une succursale du Reich en Palestine. Voilà. Lubenchik revient, se fait piquer déjà à Beyrouth, il se fait prendre par des éléments de la France libre qui le remettent aux Britanniques. Pour les Britanniques, c'est la preuve que l'organisation d'Avram Stern, c'est des traîtres. Ils veulent combattre avec les nazis. Et Lubenchik est envoyé dans un camp de détention en Afrique où il mourra de maladie. Mais on a tous les textes. La tension entre l'Irgun et l'Irgun de Stern est assez vive. On se pique les caches d'armes, on se dénonce. Raziel continue de collaborer avec les Britanniques. Il va mourir au cours d'une opération de commando pour le compte des Britanniques en Irak. Jusqu'en 1943, l'Irgun continue plus ou moins de collaborer. Le Stern, lui, est très vite complètement neutralisé par l'Intelligence Service. Stern
découvert par deux des détectives britanniques, est assassiné dans son appartement à Tel Aviv. Tout le monde est arrêté et se trouve dans une prison, un camp de détention dans le nord d'Israël. En 1942, Shamir et un autre parviennent à s'évader. Ils reconstituent le groupe Stern sous un autre nom, Lochamei Cherut Israël, les combattants pour la liberté d'Israël, qui l'acronyme c'est le Lehi. Donc si je parle groupe Stern Lehi, pour moi c'est la même chose. Et ce qui est très intéressant, un autre membre du Bétar arrive de Pologne, il s'appelle Nathan Yelinmor. Le troisième, qui deviendra un des chefs du Lehi, c'est Israël Shaib, qui prendra le nom de Eldad. Lorsque tous parviendront à sortir de prison et se retrouver en Palestine, ils forment un triumvirat qui va diriger le groupe Stern Nouvelle Formule. Yelinmor est le chef politique, Shamir est le chef des opérations, et Israël Shaib prend le nom de Eldad et il devient le patron idéologique. Shaib continue sur la vision de Abraham Stern. Abraham Stern avait une vision messianique. Il avait publié les 12 principes de la rédemption d'Israël. Un texte très important qui, vous verrez par la suite, sera le dernier des principes, c'est qu'il faut reconstruire le temple juif. Le peuple juif a besoin d'un temple. Il est à la fois religieux, il est pour l'échange de territoire, évacuer de Palestine les populations arabes, les laisser aux juifs. C'est une vision extrême. Les principes de la Renaissance par Abraham Stern. Shaib continue sur cette lancée, mais Shamir et Yelinmor, non. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve dans les tracts et les publications du Lehi des choses qui ressemblent curieusement à de la propagande soviétique, la lutte contre l'impérialisme. Et là, il faut rappeler que d'abord, Shamir ne vient pas du tout d'une famille sioniste révisionniste à la Jabotinsky. Shamir est né en Pologne orientale et ses parents étaient des militants communistes. Lorsque l'armée rouge a occupé la Pologne orientale, le père de Shamir est devenu commissaire responsable des commerces des cuirs et peaux pour la région. Cela veut dire que dans la clandestinité du NKVD, ce qui a précédé le KGB, le père de Shamir avait un poste très important dans l'infrastructure soviétique d'un communiste dans la région. Et lorsque, pour ma biographie, dans les années 80, j'ai encore interviewé des amis d'enfance, des Israéliens qui avaient connu Shamir au lycée à Varsovie ou qui le visitaient à la maison quand il était très jeune, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée des théories de Jabotinsky, mais par contre Marx, Engels et Lénine, ils connaissaient par cœur. Et on retrouve effectivement dans les écrits du Lehi, la lutte contre l'impérialisme, la nécessité de l'égalité sociale, le socialisme, des choses de ce genre qui n'avaient rien à voir avec les grandes idées de reconstruction d'un troisième temple d'Abraham Stern. D'ailleurs, dans le Lehi, on retrouve des militants communistes qui sont allés combattre avec cette organisation. Menachem Begin, président du Bétar en Pologne,
Lorsque les nazis occupent Varsovie, Begin prend la fuite, arrive à Vilnius, et puis de là, le NKVD décide d'aller le faire se refroidir en Sibérie. En 1943, Begin arrive à se faire mobiliser dans la nouvelle armée polonaise, l'armée Anders, formée par les soviétiques pour aller combattre. Ce n'est pas une armée qui restera dans le cadre de l'armée rouge soviétique, mais il les envoie d'abord en Iran, et d'Iran, l'armée Anders arrive en Palestine, avec comme soldat de deuxième classe Menachem Begin. Il arrive à Jérusalem, et à Jérusalem, il devient le secrétaire de la police militaire polonaise à Jérusalem. Et tous ses anciens amis du Bétar, qui aujourd'hui sont à l'Irgun, viennent le voir et lui disent « Écoute, on n'a plus rien, Raziel est mort depuis quelque temps, on ne fait plus rien, il est temps que tu viennes. » Et Begin refuse. « D'abord, je ne veux pas déserter. »« Arrête, tu désertes. » Finalement, il arrive à obtenir une permission d'1 an. Et à ce moment-là, il rentre dans la clandestinité et il déclare la guerre à l'occupant britannique. Et c'est le début du combat de l'Irgun avec également le groupe Stern. Begin propose tout de suite à Shamir, Yelinmor et Eldad de réintégrer l'Irgun. Il refuse. Les deux organisations vont quand même plus ou moins coopérer. Les Britanniques attaquent systématiquement, l'Irgun attaque systématiquement les positions britanniques. Les attentats anti-britanniques se succèdent, le Stern en fait pas mal aussi. L'assassinat de Lord Moyne au Caire tombe en 1944. Eliaou Betsouri et Eliaou Hakim, les deux juifs palestiniens, sont capturés par les Britanniques et sont en procès au Caire. Ils utilisent bien entendu le procès pour des grandes déclarations anticoloniales. La jeunesse égyptienne, qui est anti-britannique, anticoloniale, manifeste pour ces deux jeunes Palestiniens qui, eux, luttent contre l'Empire. Ils seront pendus. Pour l'agence juive, c'est une catastrophe. Un ministre britannique très proche de Winston Churchill, qui était pro-sioniste. Et Churchill est assez furieux. Mon ami a été assassiné par des sionistes au Caire. Ça change complètement le jeu politique que menait l'agence juive à Londres. Et l'agence juive promet aux Britanniques: on va lutter contre les terroristes. Alors ils font une chose d'ailleurs intéressante, ils s'attaquent à l'Irgun. C'est le Lehi, le groupe Stern, qui a assassiné le ministre britannique, mais c'est l'Irgun qui va en payer le prix. La Haganah et ses groupes de choc commencent à intercepter des militants de l'Irgun, les remettre aux Britanniques. Certains sont emprisonnés dans des kibbutzim et tabassés. Les militants vont voir Begin et lui disent on perd du monde, on est dénoncé, on va attaquer la Haganah. Begin interdit de réagir. Tout cela jusqu'à fin 44, début 45. Le livre blanc britannique est toujours en place. Les rescapés des camps de la mort ne peuvent pas se rendre en Palestine. Le ministre britannique des Affaires étrangères propose aux rescapés des camps de la mort d'aider à la reconstruction de la Pologne et de l'Allemagne, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'ils ont envie de faire. La Haganah
organise des bateaux de réfugiés pour essayer de forcer le blocus maritime imposé par les Britanniques sur les côtes de la Palestine. C'est ça le combat. Cela se passe souvent via la France. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Ben Gurion s'installe à Paris et les autorités françaises, toutes, ont non seulement de la sympathie, mais accordent une réelle aide à toutes les organisations juives palestiniennes. La Haganah installe un émetteur à Paris pour diffuser des ordres sur les organisations juives. Ben Gurion décide d'arrêter les opérations menées par la Haganah contre l'Irgun et au contraire de créer un mouvement conjoint, le mouvement de résistance hébreu, qui va commettre des attaques conjointes contre les Britanniques. Ça va être... le principe est acquis, c'est le groupe Stern qui a négocié entre la Haganah et l'Irgun. Le principe est le suivant, c'est 5 personnalités secrètes des dirigeants de l'agence juive qui autorisent chaque attaque, chaque attentat, chaque opération anti-britannique. Ça passe par ce qu'on appelle le groupe des X. Ils ne signent pas de leur nom, ils mettent un X. L'Irgun veut faire sauter des Spitfire sur un terrain d'aviation, 5X. Vous voulez faire ça, 8X. Ça marche, la coordination fonctionne. Il faut dire qu'à Paris aussi arrive, il n'y a pas seulement la Haganah qui, depuis Paris, s'occupe essentiellement d'immigration illégale, d'envoyer des bateaux chargés de réfugiés vers les côtes palestiniennes où la Navy les intercepte et souvent transfère les rescapés, les réfugiés dans des camps de détention à Chypre. Mais à Paris arrivent aussi des types du Stern qui veulent commencer à faire des choses de là. Et il y a des grandes négociations entre les représentants du gouvernement français, notamment Maître Blumel, qui était le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, Tixier. Faut vous rappeler, ils ont le soutien de Paul Ramadier, grand résistant qui a sauvé des Juifs, qui a un arbre à Yad Vashem. Vibo, le patron de la DST, grand résistant, pro-sioniste, tout le monde est là et aide à fond. À Paris, on a l'Epstein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le plus dangereux terroriste du monde selon les Britanniques. Et l'Epstein, il fait ses coups depuis Paris. Simplement, Maître Blumel et le gouvernement, les autorités françaises ont dit aussi bien au groupe Stern, enfin au Lehi qu'à l'Irgun, pas sur le territoire français. Faites ce que vous voulez, pas d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, écoutez, d'abord, il y a un jeune étudiant en philosophie qui s'appelle Robert Mizrahi, qui est recruté par l'Epstein, qui prend le ferry, va au club colonial de Londres, dépose une bombe et repart. Boum. Un soir, Robert Mizrahi se fait intercepter par la police française, étudiant, il visite la mansarde où il habitait, et puis il trouve des flingues sous le lit. Et puis les policiers disent, vous auriez quand même pu les cacher mieux que ça. Il est en procès, il a, je crois, un truc avec sursis, et le juge français dit, à votre place, j'aurais fait la même chose. Ce qui est assez intéressant. L'Epstein envoie ses lettres piégées, il ne peut pas les envoyer depuis la France, depuis la frontière italienne ou depuis la frontière belge. Et ce qui devait arriver arriva, il se fait piquer avec une militante qui s'appelait Knut, Elisabeth Knut, une petite fille de Molotov, le ministre soviétique des Affaires étrangères à l'époque. Ils ont un procès à Namur. Et tout ce que la France compte d'intellectuels prend la défense de ces militants palestiniens accusés de terrorisme, ce qu'ils font d'ailleurs.
Jean-Paul Sartre va témoigner au procès à Namur. Blumel, personnellement, les défend. Finalement, ils ont eu un procès, ils ont eu, je crois, quelque chose, un an de prison, mais ils ont été libérés beaucoup plus tôt. Shamir, après l'attentat commis par l'Irgun à l'hôtel King David à Jérusalem, Shamir a été arrêté et expédié en Érythrée par les Britanniques. L'attentat du King David, le comité des X avait dit oui, d'abord, faire sauter le King David. Le groupe Stern devait faire sauter d'autres bâtiments à côté, mais il y a eu un pépin, le commando n'est pas parti à temps. Le chef de la Haganah rencontre le comité des X et tout à coup, il y a des pressions de la direction politique de l'Organisation sioniste mondiale pour arrêter parce que à Londres, ça se passe mal et les contacts politiques que mène l'agence juive, donc on voudrait arrêter les attentats. Et le groupe des X change d'avis et annonce au chef le commandant de la Haganah, il s'appelait Moshe Snee, tu annules l'attentat du King David. Et il avertit Begin, le chef de l'Irgun, et Begin, écoute, on s'est déjà en route, non, continue. Le King David saute, 91 morts, parmi lesquels 17 juifs, 41 arabes et 28 britanniques. Cette fois, les British sont vraiment foudrages. Pour la petite histoire, une des raisons pour lesquelles apparemment l'agence juive au début voulait l'attentat, c'est que les Britanniques avaient saisi toutes les archives secrètes de l'agence juive et l'agence juive préférait qu'il soit détruit. Le général Barker, commandant des forces britanniques en Palestine, impose le couvre-feu sur Tel Aviv. On a 170 000 habitants qui sont contrôlés un par un. Des barrages partout, un peu de couvre-feu pour lever pendant 1 heure ou 2 pour permettre aux épouses ou aux mères d'aller acheter de la nourriture et revenir. Shamir se fait repérer par un des gardiens de la prison où il a été détenu, qui se souviennent de ce type avec des très gros sourcils. Il avait des très gros sourcils. Il est tout de suite arrêté. Les Britanniques, d'ailleurs, se trompent. Ils sont persuadés qu'ils ont attrapé le trésorier du groupe Stern, alors qu'en fait, c'est le chef des opérations. Shamir passe 2 nuits dans une prison de Jérusalem. Et ensuite, il est mis dans un avion et conduit dans un camp de détention en Érythrée. Mais avant de partir, Shamir arrive à faire savoir à Eyelin Mor, c'est le sergent Martin qui m'a reconnu. Ah bon. Le sergent Martin, il a eu un tort, il jouait au tennis. Il y avait un petit terrain de tennis à Jérusalem. Et puis un matin, il va jouer au tennis, puis il y a 2 jeunes qui arrivent aussi avec des raquettes et tout. Ils arrivent et puis ils mettent 2 balles dans la tête du sergent Martin. Le groupe Stern, le Lehi, n'a jamais renoncé à liquider un Britannique, commandant ou autre, sergent, qui a arrêté ou tué un de ces hommes. Shamir, pour en terminer avec l'histoire parisienne, Shamir est parvenu à s'échapper du camp de détention en Érythrée. Il a réussi d'Érythrée à aller jusqu'à Djibouti, un territoire français, où il est resté presque 1 an. Et finalement, il a pu arriver à Paris grâce à un navire qui quittait Djibouti sur la France. Il arrive à Paris. Et là, la cellule du groupe Stern, du Lehi, lui dit, on a un coup formidable en préparation. Des militants de l'Institut Pasteur ont préparé des fioles avec du choléra. On va mettre le choléra dans l'eau de Londres. Ah bon. Tout le monde n'était pas d'accord. Il ne fallait pas le faire. Et qui va trancher? Shamir. Shamir arrive à Paris et
c'est le chef, c'est notre chef. Oui ou non? Et Shamir l'approuve. Et il faut dire que aussi bien le sionisme que l'adduction de l'eau ont eu de la chance, l'attentat n'a pas eu lieu parce que ça s'est passé juste avant, au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël, et plus personne n'avait envie de se lancer encore dans des attentats de ce genre. Je vous ai parlé des principes de la Renaissance d'Abraham Stern. Un jeune militant, un jeune du groupe Stern qui s'appelait Shabtai Ben Dov, a été arrêté par les Britanniques, il a été déporté, lui, au Kenya. Il revient après l'indépendance, il s'installe en Israël. Et lui, qui n'était pas très religieux, se plonge sur cette grande idée du temple. Il se plonge dans le Talmud. Et il écrit, il produit une véritable théologie fondée sur l'idée il faut reconstruire un temple, il faut de nouveau un royaume d'Israël. Un de ses disciples est un certain Yehuda Etzion, qui est sioniste religieux du mouvement de colonisation qui a suivi la guerre de 6 jours en 1967. Et Yehuda Etzion, avec un autre groupe de colons, créera une cellule terroriste qui, au début des années 80, commettra des attentats anti-palestiniens en Cisjordanie et préparera la destruction des saintes mosquées, du Dôme du Rocher, de la mosquée Al-Aqsa. Ils avaient réussi à récupérer 1 tonne d'explosifs qui devaient servir à sauter tout ça. Et tout cela, ça vient d'Abraham Stern. Ces théories, ces visions de Stern et de Shabtai Ben Dov, c'est aujourd'hui une partie du mouvement messianique sioniste religieux dont on retrouve des éléments dans les grands partis politiques de la droite religieuse en Israël. Ils sont là. C'est des rabbins qui sont sur ces thèmes. Et je crois que c'est essentiellement cela que le groupe Stern a légué aujourd'hui à la politique et aux idéologies en Israël. Voilà, j'ai survolé, je crois que la demi-heure est faite. On va passer aux questions. Il aurait fallu me donner 2 heures, hein, parce qu'il y a tous les problèmes entre la Haganah, l'Irgun, tout cela. Il y a eu des moments où on s'est entretués, où Shamir a fait liquider tel militant ou tel type de l'Irgun parce qu'il n'était pas sûr. L'organisation qui procédait le plus à des exécutions à l'intérieur d'elle-même et à l'Irgun chez l'adversaire, c'est le groupe Stern. Et puis ça a duré très longtemps. À un moment donné, en fin 1947, les Britanniques ont une grande idée. Ils ont créé une unité militaire déguisée en militant du Stern. Et ils faisaient semblant de coller des affiches et ils ont attrapé un gamin de 17 ans. Et on n'en a plus jamais entendu parler. L'Irgun et le groupe Stern ont su quel était le responsable de la disparition de ce jeune juif palestinien. Un officier britannique, un lieutenant-colonel. Les Britanniques l'ont d'abord envoyé en Syrie en se disant qu'ils ne seront plus en sécurité là-bas. Ça n'a pas été le cas. Finalement, il a été démis de l'armée britannique et il vivait à Londres. Il recevait toutes les semaines des lettres piégées. Un jour, il y a la grande édition en cuir des œuvres complètes de Shakespeare qui arrive. Et son frère dit c'est formidable. Il l'ouvre, ça saute, le frère est tué. C'était déjà en 1948, après la déclaration d'indépendance d'Israël. C'était le groupe Stern. Finalement, Yelin Mor a dit ok, on arrête. Voilà.
il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a l'impression, dans toute cette période de 1936 jusqu'à la naissance d'Israël, que donc ces groupes actifs en Palestine étaient quand même relativement bien coordonnés, même s'ils avaient des dissensions intérieures, alors qu'en face, on a l'impression que le nombre d'Arabes était beaucoup plus important, qu'il y avait des actions contre l'occupant britannique et autres, mais que il n'y avait pas d'organisation centrale, ce qui fait qu'un effectif moins nombreux mais bien organisé, correspondant peut-être davantage aux idées d'aujourd'hui, a pu être plus efficace par rapport à des protestataires arabes qui étaient finalement très dispersés ou situés localement. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu cet élément? D'abord, la vision de Ben Gurion, c'était on prépare l'État. Et du point de vue militaire, la Haganah, c'était la future armée israélienne en création. Et lorsque arrive l'indépendance, il a fallu intégrer tout le monde. Vous vous rappelez peut-être, les Français avaient offert des armes à l'Irgun. L'Irgun a affrété un bateau qui s'appelait l'Altalena. Le bateau part de Toulon, arrive devant Tel Aviv. On est déjà en Israël. Il y a un cessez-le-feu. Begin veut que les armes aillent aux combattants de l'Irgun intégrés dans la nouvelle armée israélienne. L'Irgun refuse. Begin fait bombarder l'Altalena qui coule au large de Tel Aviv. Coordination, oui. La Haganah s'est lancée dans les attaques. C'est après la décision, le vote de la résolution de partage de la Palestine en novembre 1947. Commence effectivement la guerre à ce stade judéo-arabe qui deviendra israélo-arabe. Les Palestiniens, effectivement, d'abord, c'est des irréguliers. Il y a tout le problème des coordinations entre les armées arabes. Les Irakiens envoient des contingents qui ne sont pas du tout coordonnés avec les Égyptiens. Puis plus tard, fin 1948, des unités de l'armée égyptienne sont encerclées dans le Negev, alors qu'à quelques kilomètres de là, sur les collines, on a la Légion arabe jordanienne qui ne bouge pas le petit doigt pour aller effectivement aider les Égyptiens. Mais les combats étaient avant tout contre les Britanniques jusqu'en 1947. Et lorsque les Arabes palestiniens avaient le malheur de réagir à telle ou telle opération, l'armée britannique était encore beaucoup moins tendre qu'envers les Juifs. Je n'ai pas fait le compte, mais je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'Arabes palestiniens pendus que de Juifs palestiniens. Je crois que des Juifs palestiniens, on est à 12-15. Enfin, ce qui est intéressant d'ailleurs aujourd'hui pour moi, c'est que les noms de ces pendus, de ces héros de l'indépendance d'Israël, comme ils sont appelés, ils ont des noms de rue dans Jérusalem. On a Shlomo Ben Yosef, qui est le premier, qui en 1937 a été pendu. Il y en a eu un peu plus tard. Et puis alors à Ramallah, on a dans les nouveaux quartiers les noms des Palestiniens non moins qualifiés de terroristes par les autorités israéliennes, qui sont Yehia Ayash, l'artificier du Hamas qui a été tué par l'explosion de son portable, Abu Ali Mustafa du FPLP qui s'est pris un missile, lui il a une avenue. C'est-à-dire des deux côtés, on a les terroristes ont des noms de rue. Et puis, vous savez, les Britanniques finalement ont fabriqué pas mal de terroristes qui sont devenus des premiers ministres. Ça va de Jomo Kenyatta au Kenya, Menachem Begin et quelques autres. Ça fait partie de l'histoire.
Oui, Charles, tu nous as raconté les évolutions du terrorisme juif dans cette période. Ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est quand on cumule les actions du groupe Stern, du Lehi, celle de l'Irgun et puis celle de la Haganah, qui s'y est quand même mis très tard, hein, il faut dire, tout ça est progressif. Mais quand on prend le total, est-ce que ça pèse dans la décision britannique de lâcher le mandat? Est-ce que cette action terroriste a été, oui ou non, politiquement et diplomatiquement peut-être efficace? Je crois qu'il y a tout ensemble. Il faut parler aussi de l'Exodus, les bateaux. L'Exodus est une histoire énorme qui a causé un mal extrême à la vision, à la Grande-Bretagne. Et puis, il y a le prix de l'occupation. L'occupation de la Palestine, à partir du mouvement de résistance hébreu, la collaboration entre les trois mouvements a commencé à coûter très cher. Ça a été une nuit où tous les ponts de Palestine sautaient. Une nuit où tous les avions d'un aéroport militaire étaient détruits. Une nuit où tous les radars de la côte palestinienne étaient détruits. Ça commençait à coûter très cher. Et les Britanniques ont déployé la 6e division aéroportée. En plus, il y avait de plus en plus de victimes britanniques et puis des scènes incroyables. Les Britanniques condamnent à mort 2 militants. Begin fait savoir, s'ils sont condamnés, nous, on condamnera aussi 2 Britanniques. Les 2 militants de l'Irgun sont pendus. L'Irgun kidnappe 2 sergents britanniques et l'agence juive et de nombreuses personnalités juives européennes demandent de ne pas tuer les sergents britanniques. La presse à Londres montre la famille inquiète, le père, le frère va mourir. Finalement, ils sont tués, leur corps piégé. Eh bien, vous avez eu des manifestations antisémites en Angleterre. Des magasins juifs ont été incendiés. Ça devenait un véritable problème. En plus, il y a eu également la pression américaine qui voulait commencer à régler ça parce que le problème des rescapés des camps de la mort, ça commençait à être quelque chose. Les réfugiés qui se trouvaient sur l'Exodus ont été ramenés en Allemagne. Imaginez la presse britannique, cela alors que la Grande-Bretagne a besoin plus que jamais de l'aide économique américaine. Tout cela, c'était un combat à la fois d'opinion publique et du prix de l'occupation. Cela dit, je condamne le terrorisme. D'autres questions? Et ben voilà. C'est tout. Juste très rapidement, après le retrait des armées britanniques, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait des armements qui étaient en place sur le territoire? Les ont-ils tout simplement évacués ou les ont-ils cédés à des groupes locaux? Alors, les Britanniques ont ramené ce qu'ils pouvaient. La Haganah, ils en ont laissé pas mal à la Légion arabe jordanienne. Ils ont laissé pas mal de matériel, notamment de l'artillerie, à la Légion arabe. Il y a eu quelques désertions d'officiers, de militaires britanniques qui sont passés du côté de la Haganah, du côté de l'armée israélienne, quelques-uns du côté palestinien. Les Israéliens se sont tournés, d'abord avaient déjà lancé dès 1946 une gigantesque opération d'achat d'armement en prévision justement du départ des Britanniques et de la guerre qui allait certainement éclater à ce moment-là. Avec l'aide, et je suppose que Dominique vous en parlera, avec le feu vert de Moscou, la Tchécoslovaquie a vendu, livré à Israël des avions, des Messerschmitt. Des millionnaires juifs américains ont financé en partie tout cela.
la jeune armée israélienne, dès 48, début 48, le matériel a commencé à arriver clandestinement d'abord, ensuite à se développer. Et puis surtout, contrairement aux armées et aux irréguliers arabes, il y avait une armée israélienne commandée par des officiers professionnels qui avaient fini par faire des stages. Il y a eu quelques officiers juifs qui avaient servi dans les armées alliées qui sont venus également. Et face au manque de coordination des armées arabes, qui étaient en fait souvent mieux équipées en matériel que l'armée israélienne, on a eu la grande défaite arabe de 1948. Notre question ici. Je reprends un peu la question de monsieur. Bon, en 1948, il y avait ce chaos, le désordre, abandon, etc. Mais en 1936, quelle était la situation, c'est-à-dire des Palestiniens arabes vis-à-vis la révolte juive et... Il y a eu Oui. la grande révolte arabe, la Haganah, comme je vous l'ai dit, a mené une politique de modération, de non-riposte. Elle a laissé les Britanniques écraser la révolte arabe, arabe-palestinienne. Ça a été comme la puissance occupante savait le faire, couvre-feu, destruction de maisons. Tel terroriste arabe voit sa maison détruite, selon des lois d'exception britanniques d'ailleurs, qui ont été remises à jour dans l'État d'Israël par la suite. Ça a été écrasé. Les dirigeants politiques de la révolte arabe, notamment le grand mufti Hajj Amin al-Husseini, avait pris la fuite. Il était recherché par les Britanniques. Par la suite, il s'est tourné vers l'Allemagne nazie. Il a été décrété criminel de guerre par les Alliés après la guerre. Il est resté caché partout. Il n'a jamais été capturé. À un moment donné, il était en Irak et ensuite, je crois qu'il est passé brièvement en Égypte. Le mouvement national palestinien n'a jamais eu, jusqu'à l'arrivée d'Arafat, un véritable dirigeant politique capable de mener son peuple vers une solution. Même pas Ahmed Choukairi. Choukairi était aux ordres, je crois, des Irakiens, pas très sérieux. Vous nous avez parlé donc de l'ensemble des activités de ces mouvements que vous qualifiez effectivement de terroristes. Il semble, d'après ce que vous dites, qu'ils ont bénéficié pendant cette période de soutien, notamment, vous avez parlé de la France, de tout un certain nombre en fait, de climat général qui était plutôt favorable, semble-t-il, à ça. Ma question était, est-ce que pendant cette période, et compte tenu de des moyens utilisés, en fait, et du parallèle qu'on peut faire entre ce qui se passe en même temps en, fait, en France, est-ce qu'il y a des voix discordantes en fait, qui s'expriment en fait, en France? Est-ce qu'il y a des condamnations en fait, d'un certain nombre de ces actes à l'époque? À l'époque, non. Enfin, j'ai rien trouvé. Pour la presse française, les politiques français, le combat sioniste, le combat juif est un combat juste. Il faut rappeler, encore une fois, c'est tout de suite... après la Shoah, les dirigeants français sont issus de la libération et pour eux, d'ailleurs très souvent, comme par exemple, je vous ai cité Elisabeth Knut, elle était une grande combattante de la résistance. Les résistants l'appelaient la Vierge juive. Pour de nombreux, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez eu une résistance, un mouvement de résistance juif en France.
des éclaireurs israélites de France qui avaient monté un maquis dans l'ouest de la France, qui a combattu et qui a participé d'ailleurs à la libération d'une ou deux petites villes françaises en rentrant avec le drapeau à l'étoile de David et à côté du drapeau français. Il y avait de véritables liens et encore une fois, compte tenu de ce que l'on a appris sur Auschwitz et tout ça, le combat sioniste pour Israël était pour tous totalement justifié. Et cette aide française s'est poursuivie. D'ailleurs, parmi les choses marrantes, si je puis dire, 42-43, la France libre est en Palestine. Il y a Moshe Dayan a perdu son œil en allant combattre avec une unité de la France libre au Liban contre les forces de Vichy. Si vous allez à Bethléem, vous avez la petite église de la Sainte Famille, vous avez des plaques pour la France libre sur tout un mur de cette petite basilique. En plein combat, des officiers français rencontrent clandestinement des combattants, des militants du groupe Stern et leur donnent des flingues pour attaquer les Britanniques, alors que ces officiers français sont commandés, sont dans des unités britanniques. Et on leur donne des flingues pour aller tuer des Britanniques. D'ailleurs, 2-3 personnes de ce genre que l'Epstein a retrouvé lorsqu'il est arrivé en 1946 à Paris pour commencer à lancer des attaques depuis Paris contre les Britanniques. Le lien très profond entre la France et l'armée israélienne, d'abord il y a eu 1956 où on a eu une coopération, une collaboration complète entre Tsahal, les Britanniques, les Français pour l'histoire du canal de Suez contre Nasser. Cette collaboration profonde, elle a commencé vraiment à s'arrêter qu'avec De Gaulle en 1967. Je voudrais confirmer absolument ce que dit Charles. En France, on a un consensus quasiment total après 1945 sur le soutien aux forces juives. Il y a eu des thèses qui ont été faites par des étudiants, des étudiantes d'ailleurs dans les dernières années, notamment sur la presse. On voit que tous les journaux, sans exception, sauf une, Témoignage chrétien, mais tous les journaux ignorent complètement la partie arabe palestinienne, soutiennent les forces juives, et on n'a pas de voix discordante, a fortiori sur l'attitude de la classe politique française. Ce qui est intéressant quand même à noter, je veux le dire parce que souvent on a ces débats-là, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de lobby juif. Le CRIF a été reconstitué pendant la guerre, mais il existe à peine. Le consistoire se reconstruit. Il n'y a pas de force juive organisée à laquelle on puisse dire que c'est elle qui a fait ce consensus. Non, c'est un consensus qui est dû au génocide. Parce que les Français ont découvert à cette époque l'ampleur du génocide qu'ils ignoraient tout à fait, les images qui viennent. Et ces images sont tellement fortes qu'elles alimentent chez les uns un complexe de culpabilité, je dirais, justifié, parce que c'est ceux qui étaient du côté de Vichy et qui ont accepté, voire soutenu le génocide, et chez les autres, une sympathie, en tout cas, pour les victimes, pour ceux qui sont en train de reconstruire leur vie en Palestine. J'ajoute, et je termine là-dessus, qu'il faut bien avoir en tête que personne ne sait en gros qu'il y a là-bas des Arabes. La Palestine, c'est le pays des Juifs où les Juifs sont en train de reconstruire, je répète, leur vie personnelle après le génocide. Donc on est dans un consensus total, ou quasiment total, à de très rares exceptions près, d'autant que, mais ça je vais le dire tout à l'heure, le Parti communiste, pour des tas de raisons, mais aussi en raison de la position soviétique, est engagé dans le soutien aux forces juives. Donc, oui, mais à l'époque, il n'y a pas photo. Hein. Personne au Parti communiste français ne se souvient que le parti était théoriquement antisioniste. Ça, c'est une période qui est oubliée pour un temps. Il y a des textes de Jean-Paul Sartre, pro-sioniste,
Et il va témoigner au procès en Belgique et à Paris des militants qui se font arrêter pour transport d'armes ou d'explosifs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie de Irgun en Israël, le Stern, quand il continue le combat contre les Britanniques et qu'il veut s'allier, en fait, enfin, il se tourne vers le Reich parce qu'il pensait qu'il gagnerait. Comment ça a été perçu, là, cette petite période, par la population? C'était une info qui est sortie un peu dans la presse, que l'agence juive a essayé de cacher le plus possible parce que c'était pas très bien. Un juif palestinien, au moment où les nazis attaquent, détruisent, où on commence à parler de choses épouvantables en Europe de l'Est, ça faisait pas bien qu'il y ait un juif palestinien qui tente de négocier. De toute manière, ça n'a donné aucune suite. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations qui sont sorties. Il y avait d'abord, il a fallu aller retrouver le procès-verbal de von Hentig dans les archives de la chancellerie du Reich à Berlin. Et ça a pris des années. Pendant longtemps, on savait seulement qu'il y avait eu un contact. Alors pour moi, ce qui était intéressant dans ma biographie sur Shamir, parce qu'à ce moment-là, il était déjà au groupe Stern. Donc il a assisté à une discussion au cours de laquelle Stern et les autres disaient on va faire alliance avec les nazis. Et la question, à ce moment-là, en Pologne orientale, son père, sa mère, ses sœurs étaient exterminés. Et lui a laissé faire. Donc très longtemps après la guerre, je crois que dans les années fin des années 60, il y a eu un grand débat avec les anciens chefs d'organisations secrètes juives, et quelqu'un a demandé effectivement à Shamir, mais dites, est-ce que c'était pas une erreur? Il a dit après coup peut-être. C'était une erreur fondamentale. L'Irgun de Raziel a totalement collaboré avec les Britanniques contre le Reich. Raziel est mort en héros avec un commando britannique et ils ont déclenché le combat contre l'occupant britannique alors qu'on savait déjà que l'Allemagne allait perdre la guerre. Et dernière question, vous avez dit que personne ne savait qu'il y avait des Arabes en Palestine, mais moi ça me choque un peu, puisque des Arabes, il y en avait un peu partout. Il y avait la presse française... Est-ce que c'est à cause de l'occupation britannique? Ils pensaient que c'était juste une occupation britannique? Oui, d'abord, la vision qu'avait la presse française des Arabes jusque plus tard en Palestine, mais c'est aussi une époque où, par exemple, il commence à y avoir des petits problèmes en Algérie. Au Maroc, oui. Donc les Arabes en Palestine, finalement, n'étaient pas très très bien vus dans les articles de presse. Et puis les vrais héros, c'était les Juifs qui maintenant combattent. Vous avez aussi l'image des Juifs qui sont allés à l'abattoir dans les chambres à gaz sans rien faire et qui maintenant combattent. Alors ceux-là, ils sont différents, ils se battent. C'est des travaux sur la presse française de l'époque qui sont assez intéressants. Je voudrais aussi poser une petite question en ramenant un peu le regard sur aujourd'hui. Parce que cette histoire, qui mériterait effectivement plus de 2 heures sans doute, on est tous un peu frustrés évidemment, mais, et qui donne du grain à moudre, est un mélange au fond qui se trouve quelque part un peu dans l'ADN d'Israël, un mélange de violence extrême à un moment donné et de messianisme religieux conquérant. Et je me demande si ce mélange, je dirais assez dangereux, de ces deux éléments n'est pas peut-être un peu une clé qui nous permettrait de comprendre Israël d'aujourd'hui et le manque de perspective, non seulement de paix, de pacification, mais même d'un Israël moderne qui respecte le droit international, enfin des critères un peu qui sont aujourd'hui presque la doxa internationale, etc. Donc, est-ce que ce mélange n'est pas encore actif aujourd'hui, au fond? C'est le grand débat au niveau de l'éducation nationale entre un ministre de l'éducation nationale travailliste qu'il y a eu et un ministre religieux comme aujourd'hui Naftali Bennett, c'est
est-ce qu'il y a eu une Nakba? C'est ça. Le grand problème, c'est comment voit-on l'histoire? Est-ce que les 700 000 Arabes palestiniens qui ont quitté la région en 1948, est-ce que, un, ils sont partis de leur plein gré parce que les dirigeants arabes leur ont dit « barrez-vous » Est-ce qu'ils ont été expulsés, etc. En fait, il y a eu les deux. Il y a eu des régions où, effectivement, poussés ou non au départ, ils ont pris la fuite, mais en tout cas, ce n'est pas la Nakba, on n'en parle plus dans les lycées et collèges israéliens. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'Israël voit sa propre histoire? Et à partir du moment où on n'arrive pas à trancher ce problème, où aujourd'hui on enseigne il n'y a pas eu de Nakba, oui, le problème, on n'arrivera pas à changer ce qu'on appelle le Zeitgeist israélien. La vision qu'a Israël de sa propre histoire et de son destin. De nombreux, c'est une discussion pour demain, ça, pour lundi, de nombreux lycéens et de jeunes Israéliens, pour eux, il n'y a pas de ligne verte. Israël, c'est aussi bien la colonie sur la colline que Tel Aviv, que Jérusalem. Pour les gens de mon âge, c'est autre chose. Tu es un jeune homme, Charles. C'est pas le problème. Mais Charles, même en France, la guerre d'Algérie, c'est seulement aujourd'hui, on disait les événements. On a eu du mal à parler de la guerre d'Algérie, de la traiter. L'historiographie sérieuse et récente dans ce domaine-là. Là, c'est pas une question d'historiographie, c'est imposer une vision de l'histoire. Imposer une vision de l'histoire. Même parler de Vichy, c'est récent. Imposer une vision de l'histoire. Okay, merci, ça c'était donc la dernière question. Et merci pour votre intervention. Donc. On a un quart d'heure.